ne sont pas des documentaires. Chaque écrivain fait vraiment un roman, avec une forme littéraire de son choix. Il peut dire je, il peut dire à la place du personnage, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut inventer des personnages. Mais à la fin, il y a une partie qui s'appelle « Eux aussi, ils ont dit non » et qui montre comment les combats d'hier résonnent aujourd'hui. Et que non à la discrimination des femmes, non à la dictature, non à l'erreur judiciaire ou à la peine de mort, ce sont des combats, non à l'esclavage, qui méritent encore aujourd'hui qu'on se batte. Et donc la petite partie à la fin montre l'écho d'actualité pour aujourd'hui. Et la dernière page du livre, de chacun de ces livres, donne le chemin pour rejoindre une association, ou s'engager, ou aller plus loin, si soi-même lecteur on a envie de se mobiliser pour ce combat-là. Je pourrais lire peut-être un extrait pour clore cette première partie, un extrait de mon livre sur Victor Marat. Oui, vas-y. Je vais vous lire le début de ce roman. Oui, je n'ai pas le livre avec moi, c'est pourquoi je cherchais sur ma tablette, parce que ma valise s'est perdue quelque part entre Paris et Kiev. Voilà. J'espère la retrouver un jour, mais tous mes livres sont à l'intérieur. Et j'avais notamment beaucoup de livres pour l'université que je voulais vous laisser, j'en suis désolé. Voilà. Alors nous sommes au Chili, en 1973, après le coup d'État, juste après le coup d'État du général Pinochet, qui met fin à 3 belles années de démocratie. C'est-à-dire que la révolution chilienne, celle qui a mené la démocratie au pouvoir, cette révolution qui s'est faite sans une goutte de sang, va être décapitée par un coup d'État, et c'est le début du fascisme au Chili. Santiago du Chili, mercredi 12 septembre 1973. La file des prisonniers avance avec difficulté dans les rues de la ville. Elle est talonnée par les coups de crosse des fusils, harcelée par les vociférations des militaires, menacée par le grognement des chiens. De temps à autre, un détenu s'affale sur la chaussée, un autre se rebiffe. Ils sont alors mis à l'écart et exécutés d'une balle dans la tête. La plupart des Chiliens qui sont ici ont été arrêtés dans la rue, à leur domicile, sur leur lieu de travail, dans les universités où ils étudiaient. Un jeune homme a été battu à mort pour avoir discuté des ordres des soldats. Un autre s'est jeté dans le vide pour leur échapper. Tous savaient que le pire était à venir. Faites-les entrer, spectacle garanti. Un officier, une cravache à la main, a fait stopper la file de prisonniers devant l'Estadio Chile, le stade du Chili, l'un des 2 grands stades de la ville. Un à un, ils passent en revue les détenus des premiers rangs. Soudain, ils s'immobilisent devant un homme à la chevelure épaisse et au regard fier, qui se tient droit dans la foule. L'officier blêmit. « Toi là, c'est bien toi le fameux chanteur, n'est-ce pas ?» Victor Marat n'a pas le temps de répondre que la cravache l'atteint en pleine jambe. Il chancelle, prend appui sur l'épaule de son voisin, puis passe une main sur son visage sanguinolent. « Tu es moins fier maintenant. Sois sans crainte, nous nous reverrons et je te ferai chanter, toi et moi, nous avons un compte à régler. » Tandis qu'il pénètre dans le stade, le prisonnier qui a soutenu Victor murmure à son oreille. « Moi aussi, je t'avais reconnu, camarade. J'ai acheté tes 2 derniers disques, El Derecho de Vivir en Paz et La Población. » El Derecho de Vivir en Paz, ça veut dire en espagnol le droit de vivre en paix, et La Población, c'est le bidonville. Je t'ai même entendu chanter dans ce stade. Voilà, c'est le début de cette histoire qui démarre par l'arrestation du chanteur chilien. Et tout au long du roman, je raconte à mon lecteur comment on a pu en arriver là, comment la démocratie chilienne va être décapitée par ce coup d'État, mais aussi comment Victor Jara, un fils de petit paysan chilien,